Bonsoir à tous et très heureux d'être là et de vous voir si nombreux ce soir. Et je vais partager avec vous un petit bout de l'aventure africaine que l'on essaie de mener depuis quelques années et qui nous permettent d'y voir un petit peu plus clair sur l'origine de l'homme, en tout cas qui complexifie un petit peu le tableau, vous allez voir. Alors, vous m'avez très bien présenté, effectivement je suis géologue, mais je suis aussi archéologue, et c'est tout l'intérêt, c'est de pouvoir faire discuter entre elles des disciplines qui sont différentes. Voilà, donc il faut apprendre le langage des archéologues, mais l'avantage c'est que les archéologues me posent des questions que moi, géologue, je ne me serais jamais posées. Et grâce à ça, on arrive à aller de plus en plus loin et à répondre notamment à des questions, comme vous allez voir, la question des berceaux de l'humanité. Alors bien, je vous propose de partir faire un petit tour en Afrique du Sud. En plus, il fait plus frais, c'est la fin de l'hiver là-bas, donc ça va nous rafraîchir un petit peu. Et nous allons partir notamment ici, dans la région qui se situe à 35 km au nord-ouest de Johannesburg, dans une région que l'UNESCO a baptisée le berceau de l'humanité. Alors ça peut paraître bizarre parce que les fossiles les plus anciens, eux, sont plutôt connus en Afrique de l'Est, dans le grand rift est-africain, en Éthiopie, en Tanzanie. Et en Afrique du Sud, on a plutôt des fossiles qui étaient très très peu connus. Pourtant, l'UNESCO, en 1999, baptise cette zone le berceau de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette petite zone qui fait 47 000 hectares, c'est pas beaucoup à l'échelle de l'Afrique, on a trouvé un tiers de tous les fossiles d'hominines anciens, donc de nos ancêtres, de toute l'Afrique. Et en plus, il couvre une période chronologique clé, entre moins 4 et moins 1 million d'années, qui est la période pendant laquelle notre genre, le genre Homo, apparaît. Et donc, ils ont vu un petit peu le potentiel de cette région en disant c'est le berceau ou un berceau de l'humanité, et vous allez voir qu'on va parler de tout ça. Notamment, au milieu de ce secteur, il y a une petite vallée qui s'appelle la vallée de la Blaauwbank. Elle est ici, vous voyez, elle passe là. Et rien que dans ce petit secteur, vous voyez, ça c'est une route avec des fermes, il y a 4 sites majeurs. Ce sont des sites qui ont livré le plus grand nombre d'australopithèques, de paranthropes, je vous en parlerai tout à l'heure, et d'homo anciens de toute l'Afrique. Et c'est vraiment, tout se passe là, dans cette petite vallée. Alors pourquoi d'abord? C'est important, il faut savoir pourquoi les fossiles sont là. Et pour avoir des éléments de réponse, eh bien, il faut déjà commencer par la géologie. Alors on se situe dans une région d'Afrique du Sud où il y a ce qu'on appelle des dolomies. Les dolomies, c'est un petit peu comme le calcaire que vous connaissez, sauf qu'à la place du calcium, c'est du magnésium. Et cette dolomie, eh bien, elle s'est déposée au fond d'une mer, une mer peu profonde, chaude, relativement chaude, au fond de laquelle vivaient des voiles d'algues bleues, des bactéries, en fait des cyanophycées, qui fixait notamment le CO2 de l'atmosphère terrestre. Et ça s'est passé il y a 2,6 milliards d'années. C'est-à-dire que cette roche que vous voyez ici, là devant vous, elle est plus vieille que la moitié de l'histoire de la Terre. Et c'est notamment grâce à ces petites bactéries qu'aujourd'hui on peut respirer, parce que c'est elles qui ont fixé le CO2 et qui ont relâché de l'oxygène, donc on leur doit beaucoup. Et ces bactéries, eh bien, en fait, elles existent toujours, puisque aujourd'hui encore, dans les mers chaudes, dans les mers tropicales, on retrouve ces amas qui sont là, ce sont ce qu'on appelle des stromatolites. Vous voyez qu'au fond de la mer aussi, lorsqu'elle n'est pas très profonde comme ici, on voit les petits effets des vagues, on voit les vaguelettes de sable, quand on va à la plage, on les sent sous nos pieds. Et bien là, c'est fantastique, puisqu'on retrouve encore ces vaguelettes aussi aujourd'hui, qui ont pourtant 2,6 milliards d'années. Tout ça pour vous montrer que déjà on est dans un contexte géologique particulier, avec des roches très très anciennes, mais malgré tout des formes préservées qui sont exceptionnelles. Alors ensuite, eh bien, les fossiles que l'on trouve là-bas, c'est dans des grottes. C'est pas comme dans le grand rift est-africain, on a des sites en surface, dans des ravins, dans des zones avec un peu d'érosion. Là, c'est vraiment au fond des grottes. Et donc il faut comprendre comment les grottes se sont formées. Donc je vais vous tracer rapidement, mais vous connaissez, vous avez des belles grottes près de chez vous. Il y a Limousis, il y a la grotte de Cabrespine, et il y en a des dizaines évidemment. Alors les grottes, la plupart du temps, dans quasiment 100%, 99% des cas, c'est de l'eau qui va couler dans des calcaires. Le calcaire est une roche qui est soluble dans l'eau, la dolomie aussi. Et donc l'eau va en fait au début trouver son petit chemin, notamment le long de contact entre les couches, ou en suivant des fractures. Et lorsqu'elle va s'infiltrer sous terre, comme elle a la possibilité de dissoudre le calcaire, finalement elle va peu à peu agrandir son propre tuyau. Et c'est comme ça que toutes les grottes se forment, c'était anciennement des rivières souterraines. Voici ici par exemple une galerie qui s'est formée au contact entre une faille, une diaclase, et un joint de strate entre deux couches. Et puis en fait l'eau petit à petit va élargir ça, et va faire des conduits qui peuvent atteindre après plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres de diamètre. C'est important parce que ce sont des vides
Et la nature, elle a horreur du vide, et donc évidemment, lorsqu'une grotte ne se creuse plus, elle va se reboucher, et souvent, ce qui va la reboucher, c'est notamment des fossiles. Alors, c'est aussi un milieu très stable et très conservateur, vous le savez, puisqu'il y a des grottes à peinture. L'art pariétal paléolithique est préservé quasi exclusivement que dans les grottes, et c'est pas pour rien, parce que c'est un milieu, justement, qui va pouvoir préserver pendant des dizaines de milliers d'années des peintures, pendant des centaines, voire des millions d'années, des ossements. Donc c'est important aussi d'avoir ces massifs calcaires, et c'est pour ça que nous, on travaille plutôt dans les grottes. Alors lorsque les gens ont commencé à travailler sur l'Afrique du Sud, et notamment sur les grottes dans lesquelles il y a ces fossiles, eh bien, ils ont essayé de comprendre d'abord comment ces grottes se sont formées. Et donc ils ont fait ce petit synopsis qui montre les différentes étapes de la formation des grottes. Et on a donc au début, par exemple, cette grotte-là qui est en train de se creuser. Il faut imaginer qu'on est sous le niveau d'un lac phréatique, donc on est sous l'eau. Et donc l'eau qui va circuler dans ces conduits va dissoudre quasiment toute la périphérie du conduit et créer des vides. Puis ensuite, lorsque la vallée se creuse, eh bien le niveau de la lac phréatique, lui, va s'abaisser aussi. Et donc la grotte va se retrouver au-dessus de l'eau. À partir du moment où elle est au-dessus de l'eau, eh bien les infiltrations qui viennent de la surface, elles vont se charger en calcaire, qu'elles vont dissoudre, et lorsqu'elles arrivent dans la grotte, elles vont le redéposer sous forme de stalactites, de stalagmites ou de cascades qu'on appelle des coulées de calcite. On parlera pas mal, vous verrez tout à l'heure, de ces coulées de calcite qui sont ces espèces de cascades de calcite. Et puis, lorsque la grotte continue à évoluer, notamment à la surface, l'érosion va peu à peu amincir la voûte, et un jour, une entrée va se former. À partir du moment où l'entrée se forme, eh bien, elle va absorber tout ce qui se passe en surface, les végétaux, la terre, les cailloux, et puis aussi tous les animaux qui vont rentrer dedans, qui vont notamment ramener leur proie. Et tout ça va s'accumuler sous forme de talus. Eh bien, les grottes fossilifères d'Afrique du Sud, ce sont toutes ce genre de talus, comme ça, on dirait un sablier, on dirait du temps, et c'est d'ailleurs du temps qui est enregistré là, dans lequel on a les cailloux qui sont tombés de la grotte, mais aussi tous les eaux qui sont venus de la surface. Et comme il y a toujours les stalactites et les stalagmites qui sont en train d'apporter de la calcite, eh bien, peu à peu, ces cailloux vont se cimenter. Et ça va faire un béton naturel qu'on appelle de la brèche. Et la brèche, on va beaucoup en parler parce que vous verrez que Littlefoot, un australopithèque dont on va parler, il était pris dans ce béton naturel, et ça a d'ailleurs été très dur de le fouiller, parce qu'il a fallu l'extraire d'une gangue aussi dure que du béton. Et puis le temps, peu à peu, lorsque la grotte s'est entièrement bouchée, continue son travail d'érosion, et va peu à peu décapiter la grotte, c'est-à-dire que le plafond va disparaître. Et lorsque ces grottes ont été trouvées au début du XIXe siècle, eh bien elles n'existaient pas en fait, hein, elles étaient complètement bouchées, le plafond était recoupé par l'érosion, et donc on ne la voyait absolument pas. Si elle a été trouvée, c'est simplement parce qu'à l'époque, au début du Xe siècle, il y a une ville qui s'appelle Johannesburg qui est en train de se développer à côté, et elle se développe parce qu'on est en train d'y trouver de l'or. Et lorsqu'on exploite l'or, pour abaisser la température de fusion de l'or, on a besoin de calcium, et on l'extrait en général du calcaire. Le problème, c'est qu'en Afrique du Sud, il n'y a pas de calcaire. Il n'y a que de la dolomie, et donc il n'y a pas de calcium, donc ça ne marche pas. Et les mineurs ont eu l'idée, en fait, d'aller chercher des anciennes grottes qu'ils avaient repérées, et d'aller exploiter les stalactites et les stalagmites anciennes, qui, elles, justement, sont faites de carbonate de calcium pur. Et donc, en fait, c'est grâce à ce travail de mineurs, qui vont peu à peu vider les grottes, que l'on va réussir à trouver des fossiles. Par exemple, voici la grotte de Sterkfontein. C'est la grotte près de Johannesburg qui a livré le plus grand nombre d'australopithèques en Afrique, dont le squelette de Littlefoot. Et c'est une mine, hein, vous voyez, ça c'est l'escalier qui descendait là. Et à la place de ce vide qui a été fait par les mineurs, il y avait une énorme coulée de calcite, toute blanche, qu'ils ont dynamité, qu'ils ont extrait. Mais lorsqu'ils dynamitaient cette calcite, ben, il y avait aussi tous les cailloux qui étaient tombés initialement, toutes les roches. Ça ne les intéressait pas, et ils en faisaient des tas en surface. Et c'est justement dans ces tas qu'il y avait les fossiles. Donc les paléontologues, très vite, ont compris que dans les grottes, il y avait certainement des fossiles, et ils ont commencé à étudier petit à petit tous les tas. Alors voici le site de Sterkfontein. Vous voyez, on dirait une espèce de cratère. Hein. En fait, c'est la grotte, hein. C'est la grotte sans son plafond, et le trou, ce sont les archéologues qui l'ont fait. Et donc, en 1924, eh bien, il y a un paléanthropologue australien qui s'appelle Raymond Dart, qui, à 100 km de là, dans la région de Kimberley, va trouver un crâne d'un bébé primate qui va appeler l'enfant Tong Child, qui est celui-ci. Et donc il va l'étudier, et il va dire, il se dit, ça ressemble à rien de ce que je connais. C'est pas de l'homme, c'est pas des primates qu'on connaît. Et il crée un nouveau genre qu'il baptise Australopithèque. Ça, c'est le premier crâne d'Australopithèque identifié.
Mais à l'époque, eh bien, personne ne le prend vraiment au sérieux, on se moque même un peu de lui en lui disant on ne peut pas définir un genre à partir d'un crâne de bébé. Il faut un adulte si on veut être sûr que vraiment c'est un nouveau genre. Et donc il va en chercher tout le reste de sa vie, lui il ne va pas en trouver. Mais heureusement en 1935, il y a un autre paléanthropologue qui s'appelle Robert Broom, qui lui va décider d'attaquer le site de Sterkfontein justement. Il va extraire de nombreux ossements, et en 1947, il va trouver le premier crâne complet d'Australopithèque, qui est Mrs. Pless, qui est ici, et qui va donc finalement entériner l'existence du genre Homo. Donc grâce à ce travail-là, il valide finalement l'hypothèse de Robert Broom en montrant bien que l'Australopithèque existe. Et à partir de là, bien, les fouilles vont se succéder à Sterkfontein, et ce sont plus de 500 restes d'Australopithèque depuis qui ont été trouvés, dont le seul Australopithèque complet au monde, je vous montrerai tout à l'heure, mais aussi des milliers d'outils préhistoriques et énormément de restes de faune, d'autres animaux qui vivaient autour. Un peu plus récemment, donc au début des années 60-70, les paléanthropologues décident de continuer à travailler dans Sterkfontein, mais pas en travaillant dans les sites de surface. Ils se disent on va aller chercher le plus profondément possible à la base des talus pour essayer justement de trouver les fossiles les plus anciens dans ce secteur. Et donc, notamment, il commence à étudier tous les fossiles qui avaient été trouvés dans les temps de surface, parce que chaque temps, on sait d'où il vient dans la grotte. Et ça, c'est Ronald Clark, un professeur sud-africain, enfin il est anglais, mais il vit en Afrique du Sud. C'est un spécialiste de l'Australopithèque. Et en 1994, il était sur le site de Sterkfontein, et vous voyez, il prend une boîte comme ça, et sur cette boîte, en plus, il y avait marqué bovide, donc c'était des antilopes. Il prend la boîte, il la vide sur sa table, il regarde les ossements, et parmi les ossements de bovide, tout de suite, il reconnaît, il se dit, il n'y a pas que de l'antilope, il reconnaît notamment la partie basse d'un tibia, et puis quelques os d'un pied d'un Australopithèque. Donc du coup, il est très content, parce que déjà, ça montre bien qu'il y avait de l'Australopithèque ancien très au fond. Et puis, 4 ans plus tard, en 1998, cette fois-ci, il est à l'université de Johannesburg, et là, dans une armoire, il prend un sac, et à travers le sachet qui était transparent, il voit d'autres os, et tout de suite, ça lui rappelle les os qu'il a vus 4 ans plus tôt. Il faut imaginer qu'il voit des os tous les jours, mais là, il ne s'est pas trompé. Et donc, il a vite couru, il a mis tous les os ensemble, et il a pu, grâce à ça, reconstituer les os d'un pied, pas complet, mais déjà, vous voyez qu'il est bien assemblé, et puis surtout, il avait un morceau d'un autre pied, exactement de même taille. Et il s'est dit, bon sang, mais c'est le pied, ce sont les deux pieds du même individu. Et si j'ai les deux pieds du même individu qui ont été trouvés par les mineurs au fond de la grotte, il y a de fortes chances qu'en fait, il était là quelque part entier. Et donc, il a eu un pari fou, il dit, ben, on va essayer d'aller chercher l'Australopithèque dans la grotte, alors qu'il faut imaginer que c'était une mine, hein, donc vous voyez l'état. Il est persuadé que le fossile est quelque part, d'autant que son prédécesseur, juste avant de mourir, lui avait raconté qu'il avait fait un rêve qui trouvait un squelette d'Australopithèque complet dans la grotte. Et bien quelques années plus tard, Ron Clark donc, garde cette idée en tête, et donc il fait finalement une copie du morceau de tibia avec la cassure. Il donne ça à ses techniciens qui vont aller dans la grotte, dans la mine, et pendant 2 jours, ils vont chercher un petit peu partout s'ils trouvent l'endroit où l'os était cassé. Et ils sont très forts, donc vous voyez, ça c'est la mine, hein, donc ils descendent avec leur petit bout d'os. Et au bout d'1 jour et demi, en fait, eh bien, ils vont trouver exactement l'endroit ici où il y avait la copie qui correspondait à une fracture d'os. Celle-ci ne se voyait pas, puisque ça a été fouillé ensuite. Et donc finalement, ben, c'était la révélation, Ron Clark avait bien trouvé l'Australopithèque dans la grotte. Alors ça c'était vraiment de la chance, mais aussi de l'opiniâtreté, évidemment, il fallait quand même avoir la bonne déduction et aller chercher le fossile au bon endroit, c'était très fort. S'ensuit, à partir de ce moment-là, 15 ans de fouilles. C'est-à-dire que comme c'est du béton naturel, on ne peut pas sortir comme ça, on ne va pas le dynamiter évidemment. Donc pendant 15 ans, à la fraise de dentiste, ils vont petit à petit extraire chaque os, sans l'abîmer, parce que chaque surface d'os a aussi beaucoup d'informations à nous apporter. Et donc voici par exemple les étapes successives du dégagement du crâne du Littlefoot. Vous voyez, au début on voyait juste ici la mandibule, puis après petit à petit on voyait la mandibule et la calotte crânienne. Et puis ça c'était en 2005, même 2003. Là on voit déjà, on distingue ici l'orbite, vous voyez, donc les mandibules, et puis le bras ici. Donc petit à petit, ça a été un travail évidemment d'exhumation très très patient et très précis. Et puis ben, ça c'est tel que j'ai vu le fossile la première fois que j'y suis allé en 2006. Alors je vous montrerai mieux tout à l'heure, mais vous voyez, en fait il est ici. On voit ici la mandibule avec les dents. Là on a le bras avec l'humérus. Ici il y a les côtes. Et là-haut il y a les jambes avec l'endroit par lequel ils l'ont trouvé.
Alors voilà, alors après c'est exceptionnel puisque tout est en connexion quasiment. Vous voyez, ça ce sont les fémurs. Et ça ce sont les tibias juste en dessous. Et voici la partie presque complète du fossile dans la grotte. De nouveau ici on a le crâne avec les dents, il regarde, vous voyez, un peu vers le bas. L'humérus ici, là on a tout ce qui est côte, vertèbres, bassin qui a été un peu chamboulé parce qu'il y a eu un petit effondrement dans la grotte. Là on a les jambes, et puis là il y a quelque chose d'exceptionnel, c'est le bras complet, la main tendue avec le poing fermé. Donc voilà Ron Clark avec son bébé, évidemment, il y a consacré sa vie, donc il était très heureux de passer du temps avec lui. Les dents, vous voyez les dents de Littlefoot, alors ça c'est pour montrer l'état de conservation exceptionnel, hein, même l'émail est préservé. Alors au début, pendant qu'on fouillait, on nettoyait tout, y compris entre les dents. Et puis on s'est vite arrêté parce qu'en fait, quand on a fait des petites analyses, on s'est aperçu qu'entre les dents, on trouvait des restes de végétaux, donc de ces nourritures. Donc on a vite arrêté parce que grâce à ça, on peut savoir un petit peu quel était le régime alimentaire de Littlefoot. Et c'est pour ça que maintenant je conseille mes enfants de ne pas trop se brosser les dents pour laisser quelques témoins pour plus tard. Là vous voyez ici le dégagement du bras du Littlefoot. Et vous voyez, ça c'est l'articulation du coude. Vous voyez un petit peu la qualité encore des os, sachant que ça a plusieurs millions d'années. Il y a même quelque chose qui nous a beaucoup intrigué pendant qu'on fouillait, c'est qu'entre la brèche, ici, le sédiment, le béton et les os, on avait un petit liseré blanc, vous voyez, qu'on voit ici, qui nous facilitait bien la tâche d'ailleurs, parce que très souvent, du coup, la brèche se décollait facilement des ossements. Mais on ne savait pas ce que c'était. Et un jour, pendant la fouille, il y a deux lapins qui sont tombés dans la grotte. Et on voulait les enlever, ils étaient morts. Et puis Ron Clark a dit non, on va les laisser pour voir comment ils évoluent. Ça se trouve, ça nous donnera des idées pour Littlefoot. Et donc effectivement, on les a laissés. Et au lieu de pourrir, ils se sont momifiés. Donc ils se sont desséchés et la peau s'est rétractée sur les os. Et ce jour-là, on a compris qu'en fait, ce petit truc blanc qu'on voit là, c'est le reste de la peau qui était plaquée contre les ossements, qui depuis a disparu et a été remplacé par de la roche, par de la calcite. Donc si on regarde bien maintenant, il est même possible peut-être qu'on trouve un jour l'empreinte des poils de Littlefoot contre le sédiment. Voici la main de Littlefoot, première main complète d'Australopithèque, fermée comme ça avec le pouce à l'intérieur. Alors pareil, on se demandait si c'était le geste, voilà, la douleur, c'est quand même lorsqu'il est mort. Et en fait non, c'est juste lorsqu'on se momifie, tous les tendons aussi se retendent et donc il y a la fermeture comme ça de la main. Donc c'était voilà, un phénomène tout à fait normal. Alors ensuite, un fossile exceptionnel, mais qu'est-ce qu'il fait dans les grottes? Qu'est-ce qu'il est venu faire là? Donc il a fallu comprendre un petit peu quel était son chemin. À l'époque, les Australopithèques sont des chasseurs. Alors a priori, ils ne taillent pas encore d'outils, mais ils sont capables par contre de s'organiser pour chasser, puisqu'on sait qu'ils mangent de la viande. Voilà, ils sont omnivores, hein, ils mangent de la viande, mais ils mangent des végétaux, mais la viande fait partie de leur régime alimentaire. Mais ils sont aussi mangés. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'Australopithèque, il n'est pas tout à fait au sommet de la chaîne alimentaire. Et surtout là-bas, en Afrique du Sud, il y a des tigres à dents de sabre, voilà, il y a des léopards, il y a énormément d'animaux qui les consomment. Et ça, on le sait très bien, puisqu'on a retrouvé des crânes d'Australopithèque avec encore l'empreinte des canines dans la boîte crânienne. Et ça, c'est un léopard qui a attrapé un Australopithèque, qui l'a transporté, vous voyez, comme ça, et donc les dents ont perforé l'arrière du crâne. Un autre point important, et c'est pour ça que c'est important, on cherche souvent des associations avec les carnivores. Parce qu'en fait, les carnivores, ils chassaient autour de leur tanière et ils ramenaient tous les animaux qu'ils attrapaient, y compris les Australopithèques. Et souvent, lorsqu'un félin a attrapé un animal, il n'a pas envie de le partager avec les autres et il le monte dans les arbres pour pouvoir le consommer tranquille. Et dans cette région de savane, souvent les arbres ils sont aux entrées de grottes parce que l'air est humide. Et donc les félins montaient dans des arbres. Et puis ils consommaient leur proie, les ossements tombaient et ils finissaient dans la grotte et on les retrouvait dans les brèches. Et c'est pour ça qu'on a une telle concentration, puisqu'on a des milliers et des milliers d'ossements d'animaux qui sont rongés par des carnivores. C'est parce que les carnivores faisaient office de rabatteurs. Alors, on a un fossile exceptionnel. La question, effectivement, il aurait pu être chassé, mais lorsqu'on a fouillé à haute résolution, en regardant bien les surfaces des os, on s'est bien aperçu que Littlefoot, il n'a pas un seul coup de dent. Il n'a pas été rongé. D'ailleurs, les os, ils étaient tous les uns à côté des autres, comme il est mort. La position de sa mort est très intéressante, d'ailleurs. Vous savez, lorsqu'on l'a fouillé, on s'est aperçu qu'il avait les jambes croisées, un bras comme ça sous lui et un bras en l'air. C'est exactement ce que fait un corps lorsqu'il roule sur un talus. Il est tombé, il a roulé, il s'est vrillé et il est resté comme ça.
ce qui veut dire qu'aucun autre animal n'est venu ensuite le consommer. Donc c'est pour ça qu'il est dans cet état. Et pourquoi aucun autre animal n'est venu le consommer? Eh bien, effectivement, c'est pas parce que Littlefoot était spéléologue, c'est simplement que parce qu'il est tombé et qu'il a fait une chute de plus de 30 mètres dans un gouffre. Il a roulé sur le talus et il s'est stabilisé à l'écart de la lumière et inaccessible pour tous les charognards autour. Et donc on a une chance inouïe parce que d'habitude ils étaient tous mangés et rongés. Malheureusement pour Littlefoot évidemment, mais heureusement pour nous, le squelette, l'Australopithèque est tombé dans la grotte et il a été préservé. Alors la question ensuite, voilà, on a un très beau fossile, on sait qu'est-ce qui y est arrivé, mais quel est son âge? Et ça c'est une question cruciale pour les paléanthropologues ou pour les archéologues évidemment, c'est quel est l'âge de ce que l'on trouve. Et ça a été un véritable défi de pouvoir quel est l'âge de Littlefoot. Beaucoup d'équipes se sont succédées pour essayer de donner un âge à Littlefoot. Donc en 1999 par exemple, Tim Partridge, un collègue de Ron Clark, lui fait une première analyse, une datation paléomagnétique qui va donner 3,3 millions d'années. Ça, grosso modo, ça allait à Ron Clark, parce que Ron Clark, il avait bien vu que son fossile, il avait des traits anciens. C'était pas un Australopithèque évolué, c'était encore un Australopithèque relativement archaïque. Puis, ils refont une autre datation avec une autre méthode qui va donner 4,1 millions d'années. Alors là, déjà, ça faisait un peu trop pour l'époque, et donc tous les scientifiques ont dit c'est pas possible, c'est beaucoup trop vieux, vous vous êtes trompé. Et puis en 2006, une autre équipe revient et va dater cette fois-ci la calcite, parce qu'il y a les lits de calcite au-dessus et en dessous de Littlefoot, et là, ça va donner 2,2 millions d'années, donc très jeune. Et alors là, Ron Clark, il dit mais moi je comprends plus rien parce que j'ai jamais la même date, mon fossile est ancien, et là on a une date récente. Et assez paradoxalement, c'est cette date de 2,2 millions d'années qui va rester. Et pour tout le monde, l'Afrique du Sud avait des fossiles finalement qui étaient jeunes, beaucoup plus jeunes qu'en Afrique de l'Est. Et c'est pour ça que tout le monde a toujours imaginé que le berceau de l'humanité, c'était plutôt l'Afrique de l'Est, parce que c'est là-bas qu'on trouvait des fossiles qui étaient 3-4 millions d'années, alors qu'ici on était autour de 2 millions d'années. Donc eh bien, en 2006, Ron Clark me contacte en me demandant, voilà, il avait rencontré des collègues de l'université de Toulouse et qui lui avait dit, mais si tu veux, on peut le demander à Laurent de venir t'aider. Donc il me contacte, il me fait venir en Afrique du Sud. Et je vous avoue, je suis arrivé assez confiant au début, parce que je me suis dit, peut-être ils ne connaissent pas très bien les grottes ou la géologie des grottes. Donc il est venu me chercher à l'aéroport, il m'a amené, il y avait une trentaine de personnes au-dessus de la grotte, il me présente tout le site. Et au bout d'une demi-heure de présentation, il me demande, alors, t'en penses quoi? Et en fait, je me suis senti un petit peu seul et je lui ai dit, à mon avis, on en a pour 10 ans. Parce que c'était une telle complexité, c'est-à-dire, vous imaginez, c'est une mine, tout a été explosé, il y a des cailloux dans tous les sens. Et j'ai dit, non, on ne peut pas aller directement sur Littlefoot et faire la date, on ne peut pas dater les ossements directement à cette époque-là, sur des ossements aussi anciens. Et je lui ai dit, donc, il faut reprendre une étude complète. On ne peut pas étudier le fossile si on ne comprend pas le dépôt dans lequel il est, si on ne comprend pas la grotte dans laquelle il est, et le paysage. Donc il faut mener une véritable approche géo-archéologique, c'est-à-dire géologique et archéologique en même temps. Et donc on a construit un véritable réseau interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il a fallu faire parler plusieurs spécialistes, vous voyez, des paléontologues, des paléanthropologues qui veulent travailler sur l'évolution de l'homme, des géomorphologues, des géologues, ça c'est moi et mes collègues, des dateurs pour avoir la chronologie, mais aussi des chimistes, des drones, je vous montrerai ce qu'on a fait en drone à l'époque, de la 3D et des archéologues. Et c'est quand on fait parler tout ça que l'on peut savoir si c'est cohérent. Si j'ai un âge à 3 millions mais que le paléontologue il me dit moi les souris que je vois là c'est pas 3 millions, il faut qu'on comprenne quel est le problème. Et donc on a tous travaillé ensemble et je vous dis il a fallu quasiment 10 ans pour petit à petit y arriver. Donc on a fait des approches emboîtées, je vais vous les montrer les unes après les autres. D'abord on a travaillé à l'échelle du paysage. On a besoin de savoir quel est l'âge des grottes et à quelle vitesse va évoluer par exemple le paysage. Ça c'est la petite vallée de la Blaauwbank dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien cette vallée on a daté, mesuré à quelle vitesse elle se creuse. Eh bien elle se creuse de 3 mètres par million d'années. Il faut imaginer qu'en 1 million d'années, nous on a fait un tiers des gorges du Tarn. Donc là-bas ça veut dire qu'on a une évolution qui est très très lente. Et d'ailleurs c'est très intéressant, c'est parce que l'évolution est très lente que dans les grottes on trouve des vieux fossiles. Si on avait quelque chose qui était très dynamique avec beaucoup d'eau qui passe, ça fait longtemps que les fossiles auraient été balayés et qu'on ne les trouverait plus dans les grottes. Donc on est, tiens, il faut des paysages qui évoluent lentement. Voilà, donc on a fait des modèles 3D, vous voyez, on a fait tous les traitements statistiques sur l'évolution des paysages. Ensuite on a cherché toutes les grottes autour. C'est assez étonnant, hein, mais autour de Sterkfontein,
Chaque bosquet correspond à une entrée de grotte. Donc il y en a des très très grandes quantités, alors, elles ne sont pas toutes explorées, on essaie petit à petit de les voir. Donc un jour on a amené un drone ici équipé d'une caméra infrarouge, et ce drone justement a survolé, alors c'était l'hiver, hein, il faisait -6 parce qu'en Afrique du Sud on est haut et l'hiver il peut faire froid. Il faisait -6 en surface, dans les grottes il fait 17 degrés, et donc tout l'air chaud des grottes en fait sortait. Et donc le drone, évidemment, avec une caméra infrarouge, il a détecté toutes les sorties de grottes et on est allé les regarder. Et il y en a une qui était extrêmement intéressante, juste à côté de l'endroit où on a découvert Littlefoot. Littlefoot était profond sous terre, mais en surface on a trouvé un petit trou d'où sortait énormément d'air chaud. Donc là on a pris la caméra, on s'est approché, effectivement on a localisé l'endroit, et Ron Clark nous dit, je vais mettre un tuyau avec de l'eau et on ira voir dans la grotte où ça coule. Et on est allé ensuite dans la grotte, et on est arrivé à l'endroit où il y avait Littlefoot, et au sommet du talus, il y avait une cascade, et en fait on avait trouvé l'endroit par lequel il était tombé 3 ou 4 millions d'années plus tôt, donc on avait trouvé le puits par lequel il était passé, bien malgré lui. Ensuite, eh bien, on a voulu étudier la grotte. Alors ça, c'est le plan de la grotte de Sterkfontein, donc c'est vu d'avion. Là, il y a 5 km de galerie, dans un rectangle qui fait 400 mètres sur 200 mètres. Donc c'est un véritable labyrinthe en 3 dimensions, à tel point qu'il y a quelqu'un qui s'est perdu et qui est mort de faim dans la grotte, pour dire que la sortie n'est pas simple à trouver. Et quand ils m'ont donné ce document pour me demander ce que j'en pensais, là aussi j'ai dit on ne peut rien en faire parce que c'est trop compliqué. Donc on a repris la topographie complète de la grotte en 3 dimensions, d'abord par des techniques spéléo, et ensuite par des scanners à haute résolution qui nous permettent d'avoir exactement tout le réseau en 3D, et qui nous permettent de faire les liens entre la surface par exemple et les salles souterraines. Ensuite, eh bien, on s'approche un peu plus proche, si vous voulez, des sédiments. Et là, il a fallu étudier les couches successives, donc la stratigraphie. Pour vous montrer, ici, il y a quelqu'un là qui est en train d'éclairer le plafond de la grotte. Et le plafond de la grotte, en fait, n'est pas un plafond, c'est un ancien dépôt. Ce dépôt-là, il a 4 millions d'années. Et puis devant le personnage, là, il y en a un autre de dépôt. Mais celui-là est beaucoup plus récent, il a 1 million d'années. Mais vous voyez que c'est l'inverse, c'est-à-dire que d'habitude, lorsqu'on est dans des dépôts, les plus anciens sont dessous et les plus récents sont au-dessus. Et bien dans les grottes, parfois, c'est l'inverse. Et c'est toute cette complexité qu'il a fallu peu à peu démêler. Et donc pendant plusieurs années, j'ai formé des étudiants qui étaient là avec moi, qui travaillent sur ce site. On a levé des coupes stratigraphiques, on a décrit tous les dépôts, vous voyez, qu'on a publiés jusqu'en 2019, petit à petit, pour tout remettre dans l'ordre. Et puis ensuite, eh bien, il a fallu s'approcher de Littlefoot et se dire, maintenant on sait comment les dépôts se sont mis en place, on sait comment ça s'est formé, pourquoi est-ce qu'il y a un problème dans la datation de Littlefoot. Alors là, on est devant l'endroit où était Littlefoot, le fossile était ici, ça ce sont les brèches, mais vous voyez qu'au milieu c'est niveau blanc, mais ce sont justement les niveaux de calcite. Et pour les dateurs, ils s'étaient dit, eux ne connaissaient pas trop les grottes, mais lorsqu'ils sont arrivés là, ils ont dit, c'est facile, il y a une couche sous Littlefoot, il y a une couche sur Littlefoot, il suffit de dater ces deux et on saura évidemment quel est l'âge du fossile. Sauf que c'est ça qui a donné 2,2 millions d'années. C'est cette technique-là qui a posé des problèmes. Donc là aussi, eh bien, on a refait des coupes stratigraphiques au travers notamment de l'endroit où était Littlefoot. Alors là c'est une coupe, hein, on voit vraiment, voilà, c'est un mur vertical. Le crâne de Littlefoot est ici, là il y avait les côtes, les fémurs, la partie haute des fémurs, et puis le reste des fémurs et des jambes est là-haut. Et ça c'est très bizarre parce que vous voyez, on a une partie du fossile qui est en bas, une partie du fossile qui est en haut, et entre les deux est venue se déposer une couche de calcite. Et là il y a un problème, c'est soit Littlefoot est tombé, la calcite s'est mise après lui, soit Littlefoot est tombé sur la calcite, mais le fait qu'elle passe entre les deux montre qu'en fait il s'est passé quelque chose. Et en fait, c'est simplement qu'une partie de Littlefoot s'est effondrée. Et je vais vous montrer, c'est pour ça que les géologues s'étaient un petit peu trompés à l'époque. Ils n'avaient pas pris en compte, par exemple, que cette calcite avait pu venir dans un second temps, plus d'1 million d'années après. Donc voici un petit synopsis, une BD qui a été dessinée par le magazine La Recherche à l'époque pour expliquer justement l'histoire de Littlefoot. Alors on parlera de la date après, mais vous voyez, Littlefoot en fait tombe dans la grotte, il roule sur le talus, il se stabilise là, puis évidemment au fil du temps, d'autres cailloux vont tomber et petit à petit il va être recouvert par de la brèche. Le plafond continue à être alimenté en stalactite et en stalagmite, en calcite, donc tout ça va être ensuite complètement fossilisé, ça va faire de la brèche, et Littlefoot va être préservé là-dedans. Et puis il y a certainement environ 2,2 millions d'années, on a des problèmes notamment de formation, d'écoulement d'eau dans la grotte. Et bon, là ils ont dessiné un lac, c'était pas tout à fait ça, mais certainement il y a pas mal d'eau qui est rentrée dans la grotte et qui est venue recreuser à l'intérieur du talus. Donc l'eau s'est infiltrée dans la brèche, elle a dissous,
et elle a formé des vides, et notamment un vide sous Littlefoot, qui existe toujours, hein, qu'on peut voir d'ailleurs, et une partie du fossile est tombée dedans. Et ce n'est que bien plus tard que les stalactites ont continué à amener de la calcite et sont venus remplir le vide. Et donc vous voyez bien qu'en datant cette calcite, évidemment on ne date pas le fossile qui était là bien avant. Et c'était ça l'erreur qu'ils avaient faite. Donc on a publié ça en 2014, et en 2015, une équipe américaine nous a recontactés, nous ont dit c'est nous qui avons fait la datation à 4,1 millions d'années. Maintenant que vous comprenez les couches, peut-être qu'on va pouvoir republier ça et réétudier. Et donc ils ont eux une autre méthode, ils vont faire des datations cosmogéniques. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué, enfin on va expliquer, mais à faire c'est compliqué. Lorsqu'on est sur Terre et dans l'atmosphère, on est tous bombardés par des rayonnements cosmiques. Hein. C'est pas le Soleil, c'est carrément du cosmique. Et ces bombardements vont provoquer la formation d'isotopes sur les nuages, sur la végétation, sur nous et sur les roches. Et lorsque ces rayonnements cosmiques vont notamment heurter du quartz, eh bien ça va former des isotopes de l'aluminium et du beryllium. Et ça c'est très intéressant parce que tant que les cailloux sont dehors, ils sont bombardés par les rayonnements cosmiques et ils produisent ces isotopes. Par contre, dès que les cailloux tombent sous terre, comme ils sont protégés par la roche, eh bien ils ne s'en forment plus. L'aluminium et le beryllium vont décroître, les isotopes vont peu à peu se désintégrer, mais ils ne se désintègrent pas à la même vitesse. Et donc en faisant le rapport entre les deux, on sait exactement depuis combien de temps le caillou est tombé sous terre. Donc on est revenu vers Littlefoot, on a prélevé tous les cailloux pour toute l'épaisseur que l'on pouvait trouver, et on a mesuré dedans l'aluminium et le beryllium. Et donc on a fait des mesures, et ça a permis de faire cette droite avec toute une série de résultats, et surtout de dire que Littlefoot avait 3,7 millions d'années. Vous voyez, donc on était à 1,5 million d'années plus vieux que la datation en fait, qui avait été donnée initialement. Et là ça devient intéressant, parce que vous voyez, 3,7 millions d'années, ça veut dire qu'il a 500 000 ans de plus que Lucie. Voilà, dont on pensait qu'effectivement elle pouvait être notre ancêtre. Donc ça on l'a publié en 2015. Donc on était très content de ce résultat, ça veut dire que maintenant le fossile on pouvait le faire sortir de la grotte puisqu'on avait compris les couches dans lesquelles il était. En fait quand même j'ai essayé de ralentir un petit peu parce qu'ils ont voulu tout de suite le sortir, et j'ai dit si jamais il y a des contestations, on n'aura plus le moyen de prouver quelle était la position de Littlefoot par rapport aux couches, etc. Donc là on a fait un scan à très haute résolution du squelette, mais aussi de toutes les roches qui sont autour pour garder une mémoire finalement du site tel qu'il était. Donc vous voyez, on a fait, ça c'est l'opération de scanner, ça nous donne un petit modèle en 3D, mais on reconnaît hein, ici le crâne, le bras, vous voyez, les côtes, vous voyez l'humérus, et ici le bras avec la main. Puis après on peut faire des traitements évidemment informatiques dessus. On a même réussi à voir la texture de l'os. Et puis lorsqu'on va très très loin dans le traitement, on reconnaît tout, hein, même les cailloux, même les traces d'outils lorsqu'on a fouillé, tout est préservé. Et là c'était bien, on avait une bonne mémoire finalement du site de Littlefoot, et une fois que ça a été fait, donc là j'ai dit à Ron Clark, oui, on peut le sortir. Et ce jour-là il était heureux, parce que Littlefoot retrouvait 3,7 millions d'années après la surface. Et donc voilà, ils ont partagé ça avec Ron Clark, donc ça a été un événement en Afrique du Sud évidemment. Et c'était la première fois qu'on envoyait un comme ça. Ça, c'était la première photo d'un crâne d'Australopithèque avec sa mandibule. D'habitude, comme les crânes ont roulé, on n'a plus rien. Là, on a vraiment la mandibule en occlusion. Alors, il a l'air un petit peu en colère, mais c'est simplement que dans les boulis, là, il était un peu écrasé, naturellement. Voilà. Virtuellement, maintenant, on sait le reconstituer. Et voilà un peu ce que ça donne. Hein. Regardez à quel point Littlefoot est complet. Ça, c'était ce qu'on connaissait avant Sterkfontein comme type d'Australopithèque. Vous voyez qu'il manque beaucoup de choses. Ça, c'est Lucie, hein, la plus célèbre des Australopithèques, qui elle était trouvée dans le Grand Rift est-africain. Elle est complète à 40%. Mais vous voyez, les jambes ne sont pas complètes, les bras sont quasiment incomplets, on n'a pas le crâne. Et puis voici Littlefoot, qui lui est complet à 97%. Voilà, il nous manque juste les orteils qui ont été dynamités par les mineurs et les rotules. Les rotules, on ne sait pas trop pourquoi, mais elles ont disparu, plus quelques doigts. Mais globalement, il y est. Alors son étude du squelette est très importante. Par exemple, on s'aperçoit qu'il avait quand même d'assez grandes jambes. Donc il ne marchait pas vraiment comme ça, il était une posture très droite, il était largement bipède. Par contre, on a toujours les doigts qui sont un petit peu courbés, qui montrent qu'il avait une capacité à monter toujours dans les arbres, une capacité de préhension. Qui fonctionnait encore très très bien. Donc il était à la fois bipède et à la fois arboricole. Maintenant il est préservé dans un coffre-fort sous l'université de Johannesburg.
Voilà, pour l'instant, le public ne peut pas le voir, mais il est en cours d'étude, parce qu'il a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Et notamment sa place dans l'évolution de l'homme. Alors ça, c'est le bureau de Ron Clark. Il y en a qui ont des papiers, lui, il a des crânes, et voilà. Alors il est encore un peu à la méthode ancienne, puisque maintenant tout le monde travaille plutôt avec des modèles 3D en informatique, mais il a quand même un œil incroyable, et il est capable d'assembler, de comparer encore comme ça à l'œil. C'est assez convaincant quand on le voit faire. Donc Littlefoot est un australopithèque, Australopithecus prometheus. En Afrique, on connaissait l'Africanus, et bien on avait déjà trouvé aussi du Prometheus. C'est intéressant, ça montre qu'à ce moment-là, il y avait déjà deux espèces d'australopithèques qui coexistaient en même temps en Afrique du Sud. C'est une femelle. Et voilà, ça ils ont pu le déterminer. C'est une femelle qui était adulte, hein, vous avez vu les dents qui étaient bien usées. Et donc c'est important de voir un petit peu comment on le place et quel peut être son rôle finalement de maillon ou pas dans l'évolution humaine. Alors voici un arbre phylogénétique. Donc on a replacé, si vous voulez, les principaux fossiles. On commence ici à moins 7 millions d'années, puis jusqu'à aujourd'hui. Donc on a au début les premiers hominines, donc c'est Toumaï, Aurorine, Ardipithèque, donc ce sont des fossiles et des hominines qui vivaient entre moins 7 et moins 4 millions d'années, qui vont ensuite donner naissance au groupe des Australopithèques, voilà, qui est très large, dont fait partie Littlefoot, Lucie, Mrs. Pless. Et ces groupes vont donner naissance ensuite à deux genres, les paranthropes. Les paranthropes, c'est des hominines, c'était des grosses brutes, avec des faces très épaisses, des grosses dents, mais ils mangeaient que des racines. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils étaient très massifs, parce qu'il faut mastiquer, il faut énormément de force pour pouvoir manger des racines, mais ils ont disparu. Les paranthropes n'ont pas de descendance. Et ils ont donné naissance aussi au genre Homo, et heureusement pour nous, mais on est toujours là. On est donc les descendants directs, en tout cas, des Australopithèques. Et vous voyez, si Littlefoot avait 2,2 millions d'années, comme ça avait été dit au début, eh bien, il ne peut pas être évidemment à l'origine du genre Homo, puisque le genre Homo est apparu il y a entre 2,5 et 2,8 millions d'années. Donc finalement, Littlefoot, s'il a 2,2 millions d'années, il est plus jeune que l'apparition du genre Homo et il ne pouvait pas être notre ancêtre. Par contre, lorsqu'on le place à 3,7 millions d'années, il est bien en amont de l'apparition du genre Homo, et là, on ne peut plus exclure finalement qu'il soit ou pas notre ancêtre. Hein, on dit juste qu'il était là avant. Je vous montre un autre arbre phylogénétique ici. Alors on va voir les différents fossiles. Voici ici Mrs. Pless, donc Australopithecus africanus. J'ai ensuite mis Littlefoot, Australopithecus prometheus, qui donne naissance à Paranthropus robustus. Voilà, cette brute épaisse, mais qui disparaît. Et Homo habilis, nous, et qui va ensuite se décliner jusqu'à Homo sapiens. Et là aussi, vous voyez très très bien, Littlefoot à 2,2 millions d'années, il ne peut pas être l'ancêtre du genre Homo qui est ici. Par contre, à 3,7, il peut tout à fait être notre ancêtre. Alors avant qu'on parte un petit peu sur tout ce que ça implique, ce changement d'âge, on peut vous parler un petit peu de Littlefoot. Je vous ai dit, c'est une femelle, donc l'Australopithèque le plus complet au monde, hein, voilà, on le connaît aujourd'hui. Elle fait partie de la tribu des hominines, donc on est ici. La tribu des hominines, c'est celle qui est juste après la séparation avec la branche des chimpanzés. Bon, il faut imaginer qu'on a 95 à 97% de gènes communs avec le chimpanzé. C'est pour ça qu'on sait que c'est notre cousin le plus proche. Et le point de divergence est entre 7 et 10 millions d'années. Là, il y a marqué 5-7. Et donc, on est plus proche, nous, du chimpanzé que le chimpanzé du gorille, par exemple, génétiquement. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir ça. Et donc, voilà, Littlefoot fait partie de cette tribu des hominines qui comprennent tous les ancêtres de la lignée humaine. Ça aussi, c'est un autre type d'arbre phylogénétique. Bon, je ne vais pas détailler, mais c'est tous les australopithèques, tous les paranthropes. Mais vous voyez qu'à chaque fois qu'on trouve des fossiles, évidemment, ça complexifie. Hein. Tant qu'on a 2 fossiles, on fait une ligne. Puis dès qu'il y en a 10, eh bien, ça se complexifie. Il n'y a qu'à voir avec les animaux, le nombre de genres et d'espèces qu'il peut y avoir. Et on raisonne avec un tout petit échantillon de la masse de primates et d'hominines qu'il pouvait y avoir à l'époque. Mais pour vous situer un petit peu en chronologie quand même, parce que c'est important, Littlefoot, je vous disais, était à 3,67 millions d'années. Le genre Homo, le premier Homo que l'on connaît, c'est à 2,8 millions d'années, donc vous voyez, presque 1 million d'années plus tard.
Et on a les outils les plus anciens qui, eux, sont à 3,3 millions d'années. C'est intéressant parce que ça montre que les premiers outils, c'est pas l'homme, hein, en fait, c'était peut-être des australopithèques, peut-être des paranthropes, mais le genre Homo n'est pas le premier à avoir taillé et utilisé des outils. Donc maintenant, ben, on fait par les Littlefoot, hein, c'est le premier tibia complet, c'est le premier humérus complet, c'est le premier crâne complet, donc il est scruté sous tous les angles. Il a la chance, il voyage en première classe dans les avions pour aller faire des scanners et des synchrotrons un petit peu partout dans le monde. Mais bon, il le mérite. Nous, on est derrière en classe éco, mais lui, il est en classe affaires. C'est comme ça. Et donc, vous voyez, on fait, par exemple, ça c'est du synchrotron, c'est un crâne. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire tourner, donc je ne peux pas. C'est pas grave. Mais ça, c'est un scan à haute résolution du crâne de Littlefoot. Mais ensuite, on peut voir ce qui se passe à l'intérieur, et c'est ça qui est très intéressant, parce que grâce à ces outils, on peut reconstituer l'intérieur de la boîte crânienne. Et à l'intérieur de la boîte crânienne, on a les empreintes du cerveau. Et on peut par exemple voir, il y a l'aire de Broca, qui est l'aire du langage. Eh bien, on peut voir si elle est développée, si elle n'est pas développée. On peut voir plein de choses comme ça. Et donc, petit à petit, on arrive à savoir si il parlait. On travaille beaucoup sur l'oreille interne aussi. En fonction de la forme de l'oreille interne, on sait les sons qu'ils entendaient. Donc, certainement, les sons qu'ils émettaient pour pouvoir discuter, des choses comme ça. Donc, il a plein de choses à nous raconter. Hein. Dans les dents, l'usure des dents, je vous disais ce qu'il peut avoir entre les dents. Enfin, donc, il a un check-up complet là, en ce moment, voilà, que ce soit le crâne, l'oreille interne, et puis les scientifiques petit à petit publient des articles qui nous apprennent beaucoup de choses. Mais revenons aux résultats de cette datation. Finalement, on s'aperçoit que grâce à cet australopithèque qui a 3,7 millions d'années, ça montre que les fossiles en Afrique du Sud sont aussi vieux que ceux en Afrique de l'Est. Jusqu'alors, on nous disait à chaque fois, non, non, l'Afrique du Sud, c'est beaucoup trop jeune, c'est pas là que se passe l'origine de l'homme. C'est pas un berceau de l'humanité, c'est l'Afrique de l'Est. Mais maintenant, on peut se poser la question. Et voici les deux hypothèses qui s'est affrontées. La plupart des personnes pensaient que finalement les australopithèques venaient d'Afrique de l'Est. Ils avaient donné naissance au paranthrope qui disparaît et au genre Homo qui va ensuite peu à peu occuper toute l'Afrique. Et puis d'autres disaient non, non, il vient d'Afrique du Sud. Ça a donné naissance au genre Homo qui a disparu, au genre paranthrope qui a disparu, et le genre Homo ensuite envahit toute l'Afrique. Mais en fait, on commence à se poser la question, est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait un endroit bien précis? Surtout quand on regarde l'histoire, enfin les endroits où ça se trouve. Voici un petit dessin de l'Afrique, et vous voyez que les principaux sites qu'ont livrés des australopithèques, des paranthropes et du genre Homo se situent ici dans le grand rift est-africain. Et finalement, quand on regarde au point de vue géologique, c'est une énorme cassure de l'écorce terrestre, dans lequel on a des sédiments qui se sont accumulés sur des milliers de mètres. Et donc finalement, on a une espèce de millefeuille qui est un enregistrement, un piège, hein, c'est un piège de sédiments dans lequel tout est venu s'accumuler pendant des millions d'années. Lorsqu'on regarde finalement en Afrique australe, évidemment il y a moins de sites, mais on est dans des grottes. Et les grottes, je vous disais, c'est des vides, la nature a horreur du vide, ils vont aussi se remplir, et finalement ce sont aussi des pièges. Donc si on trouve des fossiles que dans des pièges, qu'en est-il des autres endroits? Ça ne veut pas dire en fait qu'il n'y en avait pas, ça veut juste dire que soit ils ne sont pas tombés dedans, soit depuis l'érosion a été telle qu'ils ont disparu. Et donc ça veut dire tout simplement que c'est pas parce qu'on a deux endroits que c'est forcément deux berceaux. Il y a de fortes chances qu'il y en avait partout. Et c'est pour ça que d'ailleurs on a des fossiles qui se ressemblent hein, entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud, mais que c'est uniquement certains endroits, certains contextes bien spécifiques qui ont piégé les fossiles, qui les ont gardés jusqu'à maintenant. Donc globalement, il faut peut-être plus penser qu'on a un berceau de l'humanité très localisé, mais que c'est toute l'Afrique. Et nous, on part de ce postulat, on se dit, c'est certainement toute l'Afrique. On est quand même à 4000 km l'un de l'autre. On a des espèces qui ressemblent beaucoup. Ils devaient très certainement circuler au moins de là à là. Et on s'est dit, il faut les chercher dans ces zones-là si on n'a pas d'autres pièges. Et comme on est géologue, nous, on sait chercher les pièges. On sait chercher les grottes, on sait chercher les lacs, les choses comme ça. Alors nous, c'est les grottes qui nous intéressent. Donc on a dit, allons chercher les grottes. Allons chercher d'autres pièges en Afrique australe. Et puis, nous on aime bien les grottes parce que ça garde bien les fossiles. Ça, vous voyez, je vous disais, c'est quand même une espèce de boîte temporelle qui va garder les fossiles, les peintures, les empreintes de pas humains. Donc c'est quand même un contexte très particulier. Et puis, vous voyez la qualité des ossements qu'on y trouve. Donc, plus que chercher des sites en surface, nous on a dit, on est spéléologue, on voudrait aller chercher des pièges à australopithèques dans les grottes. Voilà, et ça c'est la couve de Littlefoot, en espérant que l'on trouve par exemple un fossile qui aurait pu tomber comme Littlefoot dans une grotte.
Donc on a pris la carte géologique d'Afrique, et puis on a regardé un petit peu où est-ce qu'il y avait des calcaires ou des dolomies, c'est-à-dire des roches dans lesquelles il peut y avoir des grottes. Donc voilà, ça c'est la carte géologique, et donc dans toutes ces zones-là, il y en a un petit peu, il y en a dans plein d'endroits. Mais on a dit on va rester dans l'Afrique australe, parce qu'on a bien compris comment ça se passe là, et on va progresser petit à petit vers le nord. Et on a dit, tiens, allons voir la Namibie. La Namibie, vous voyez, c'est... La Namibie, hop, c'est juste ici. C'est intéressant parce que c'est pas tout à fait entre les deux, donc on s'est dit, si on trouve quelque chose là, ce sera certainement très révélateur. Donc on a dit, allons Namibie, est-ce qu'il y a des calcaires? Eh bien oui, il y en a, il suffit de regarder tout ce qui est bleu clair ici, dans toute cette zone-là, c'est plein de calcaires. Ces petits îlots aussi sont calcaires. Et puis on s'est rappelé aussi qu'il faut des paysages qui évoluent lentement, parce que si ça va trop vite, eh bien les fossiles auront disparu. Donc on a étudié les paysages de Namibie, et on a vu par exemple que là il y avait trop de montagnes, trop de cours d'eau, donc il y a des chances que tout soit nettoyé. Par contre ces grandes zones plates ici là sont intéressantes. Et puis ensuite eh bien, on a superposé la carte géologique avec les calcaires et les paysages, et on a dit ben oui effectivement, tout ça là c'est très bien, c'est très intéressant, et cette partie là aussi. Bon, comme on a eu l'aventure, évidemment, on n'a pas pris le côté qui est le plus loin, on a pris le truc qui était le plus près, on a pris le site qui était le plus loin possible, le plus inaccessible, en se disant qu'en plus personne n'était peut-être allé voir ce qu'il y avait dedans. Et on a créé la mission Human Origins in Namibia pour aller chercher justement ces fossiles. Et donc là, on a le ministère de la Culture qui nous a soutenus et qui nous a aidés, le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères, pour aller chercher ces fossiles. Alors les Hills, vous voyez, c'est ces petites collines qui sont ici. On est à la frontière, c'est la frontière entre le Botswana et la Namibie. C'est un semi-désert, vous voyez, voilà, ce sont des collines comme ça éparpillées, qu'il faut en fait aller prospecter à pied. Il n'y a pas de route, donc on fait quasiment tout à pied. Ah, oui voilà. Et donc, comment ça se passe? Je vais vous parler un petit peu de la vie de camp. Lorsqu'on arrive là on est dans les Hills, c'est l'installation du camp. On est en autonomie totale, il n'y a pas d'hôtel, donc il nous faut des 4x4. On a des tentes sur le toit parce qu'il y a de la faune. On ne peut pas dormir au sol, c'est assez dangereux, vous verrez tout à l'heure pourquoi. Et puis on s'entraîne dans les arbres parce que, évidemment, on va explorer les grottes, donc il faut savoir monter, descendre sur les cordes, etc. Quand on est arrivé là, on est à 400 km de la dernière route. Donc il ne faut rien qui nous arrive aussi, parce qu'évidemment, on ne pourra pas appeler le SAMU. Et puis on n'est pas tout seul. On s'aperçoit par exemple, lorsqu'on apprend, alors peu à peu on apprend à force de faire des rencontres désagréables, on apprend à lire les traces au sol. Par exemple ça c'est des empreintes de babouins. Et les babouins c'est assez tenace, il y a des fois il faut batailler, vous avez l'air de connaître, il faut batailler avec eux lorsqu'on veut aller quelque part. Donc dès qu'on voit ces traces là on est assez prudent. Bon, il y a des éléphants. On n'est pas dans un parc, mais là-bas il y a des éléphants. Donc par exemple le soir on fait un feu, un grand feu dans le camp pour que les éléphants nous voient. Parce que sinon la nuit, ils vont venir se frotter contre les 4x4 et puis nous on est en haut et vous voyez, donc il faut bien les prévenir. Il y a des rhinocéros, bon ça, il y a un truc intéressant, c'est que quand on est sur le terrain, on a développé le flair. Parce que ici, ça ne nous sert pas toujours, mais là-bas, quand on sent la bête, souvent on la sent et on la voit pas. Et donc on sait tout de suite, donc on se regroupe, on fait du bruit, on fait des choses. Alors des fois on ne sait pas ce qu'on a senti, mais ça marche beaucoup et ça nous prévient et le rhinocéros se sent particulièrement fort. Et puis une fois quand même, on est tombé sur des lions, on était quand même à 2 km de la voiture, on n'avait pas du tout prévu évidemment de tomber là-dessus, et on a eu de la chance, c'est qu'ils n'avaient pas faim, tout simplement, parce que s'ils avaient eu faim, on les aurait même pas vus. Donc ça aussi maintenant on sait, on a appris, d'ailleurs vous voyez on fait des fois des petites formations pour essayer de se convaincre qu'on peut faire quelque chose, mais ce jour-là, quand on est tombé sur les lions, on s'est bien aperçu qu'on n'était pas du tout au sommet de la chaîne alimentaire, et qu'on n'est pas du tout armé pour lutter. Donc voilà, donc en fait on se parfume, parce que par contre ils n'aiment pas trop le parfum, donc on se parfume, donc on est tout seul dans le désert, on est tous parfumés, il faut pas sentir la bête quoi. Bon voilà, et donc on passe nos journées à prospecter, donc vous voyez, alors imaginez, on vient se garer ici par exemple contre la frontière entre le Botswana et la Namibie, et on va d'une colline à l'autre. Donc voilà, donc il faut traverser ces grandes plaines, c'est là qu'il y a des lions et tout ça, et puis lorsqu'on arrive sur les collines, c'est là où il y a des calcaires et c'est là où il y a des grottes. Donc dès qu'il y a des grottes, on rentre à l'intérieur, on les explore, on cherche par exemple de la brèche comme celle où il y avait Littlefoot. Celle-ci par exemple n'a pas de fossiles, mais bon c'est le même système. Mais celle-ci par exemple qui a été trouvée au Botswana, elle contient des petits fossiles. Donc là déjà, ça c'est de l'antilope. Quand on trouve ça, on sait qu'on est déjà sur un site. On trouve aussi des outils, ça ce sont des outils préhistoriques. Celui-là il doit avoir entre 200 et 300 000 ans. C'est jeune par rapport à ce qu'on cherche, mais quand même c'est pas mal.
Ça a 10-15 000 ans, c'est un peu plus récent comme industrie, mais ça montre qu'il y a toujours eu des gens, pourtant dans une région où il n'y a pas une goutte d'eau, hein, donc c'est pas simple. Et puis on apprend à chercher les grottes, c'est-à-dire que là-bas on n'a pas les mineurs qui sont venus nous ouvrir les grottes. Les grottes elles sont toutes bouchées, et donc il faut souvent aussi savoir les lire. Et bien là par exemple on est en train de marcher et on trouve cette roche. D'habitude ça ne nous aurait même pas interpellé, mais nous on les connaît ça, et ça, cette roche-là c'est la calcite. C'est la roche qui se forme dans les grottes. Et si on la trouve là en surface, eh ben c'est simplement qu'on était dans une grotte, dont le plafond n'existe plus, mais on est bien dans une grotte. Et on s'est dit, tiens, quand on a trouvé ça, on était content, puisqu'on a dit, c'est exactement ce qu'on cherche. On l'a fouillé, vous voyez, donc on a dégagé toute la terre. Et tout ça, c'est le ventre de la grotte, c'est-à-dire que là, on a les deux parois. Le plafond n'existe plus, mais là, on est bien dans la calcite, dans la grotte. Et on a trouvé de la brèche, ici, et ici, dans laquelle il y avait des tout petits fossiles de rongeurs, mais malheureusement pas d'australopithèque qui était tombé. On ne peut pas gagner à tous les coups quand même, parce que c'est quand même assez rare. Et donc on peut reconstituer un petit peu l'histoire de cette grotte, par exemple. Vous voyez, donc on imagine une voûte ici, donc c'est en coupe, hein, vous voyez, donc ça c'est la grotte telle qu'elle pouvait être avant. Et puis des cailloux sont tombés depuis la surface, mais sont venus se stocker dedans, et c'est là qu'il y avait les petits rongeurs, etc., mais pas d'australopithèque. Puis ensuite, eh bien, les stalactites, les stalagmites ont bouché toute la grotte. Et puis l'érosion ensuite, pendant des millions d'années, a peu à peu recoupé tout ça, dégagé, et nous, c'est ce qu'on a trouvé là. Mais malheureusement, dans notre brèche, il n'y avait pas de fossiles. On a continué à explorer des grottes, vous voyez, donc là, les taches rouges qui sont ici, par exemple, c'est justement de la brèche, mais bon, elle n'avait pas beaucoup de fossiles. On descend dans des gouffres, on fait tout ce qu'on peut pour les sous-terre, vous voyez, des mines, mais malheureusement pas de fossiles dans ces mines. Et puis on explore tous les grands gouffres, hein. Voilà, ça c'est un gouffre en Namibie. Lui nous intéressait beaucoup parce que vous voyez, c'est exactement comme le contexte du Littlefoot. On a un puits, il y a un énorme talus à la base. Et quand on descend dans ce talus, au fond on trouve des ossements. Voilà, ça c'est du singe. Ah tiens, oui c'est vrai, j'ai changé de... C'est pas grave. Ça c'est du singe. Il y a un serpent à côté, vous voyez, un crotal. Mais c'est récent, c'est trop récent pour ce qu'on voulait faire. Et puis voilà, ça c'est des gouffres, on va être très profond, on est à moins 80 mètres là, c'est pas exceptionnel, mais au fin fond du Botswana, s'il nous arrive quelque chose, il y a personne qui viendra nous chercher. Donc voilà, et ça c'est des brèches, voilà, vous voyez, on trouve quand même des brèches, donc c'est très intéressant de les explorer, mais il faut faire du systématique, il faut toutes les voir, il faut chercher, etc. Vous imaginez, toutes les grottes n'ont pas des brèches, dans toutes les brèches il n'y a pas des os, et tous les os ne sont pas toujours de l'australopithèque, puisqu'en général, pour 1000 os de faune, on a un os d'hominine, donc ça veut dire qu'il faut quand même en voir beaucoup. Mais voici par exemple ici en surface, je vais changer juste le type pointeur, parfait. Ça c'est un os ici qu'on a trouvé, c'est du bovidé, donc c'est de l'antilope aussi. Donc on sait que ça marche. Alors après, on a laissé tomber un petit peu le secteur à l'est, même si on va y retourner dans 2 mois. On est revenu un peu plus à l'ouest et on a attaqué la région des Otavi Mountains, où déjà il y avait des équipes françaises notamment qui avaient beaucoup travaillé, qui avaient trouvé beaucoup de choses. Et on savait que là il y avait des chances de trouver peut-être de l'hominine. Eux avaient trouvé plutôt de la faune et des primates. Nous on voulait chercher des choses plus récentes. Et il y a un objet qui nous a intéressés, c'est ces grands cratères que vous voyez ici. Qui sont intrigants. Alors c'est intéressant parce qu'un cratère, c'est un piège du coup, donc c'est parfait. Là aussi, on peut trouver dedans des vestiges. Et c'est là qu'il a fallu se battre avec des babouins parce qu'ils étaient tout autour. Ils n'ont pas voulu nous laisser avancer, donc on s'est amusé à crier plus fort qu'eux. Donc tant qu'on crie, on a pu avancer. On a vu la forme. Par contre, dès qu'on a tourné les talons pour descendre, ils nous ont couru après parce que là, on lâchait du terrain et ils avaient gagné. Bon, mais on va y retourner. Hein. On va pas se laisser faire. Et donc on a visité des gouffres qui étaient sous ces grands trous. Et là, il y a des choses assez étonnantes, c'est qu'on est sous le désert, et il y a des lacs. Ça, on voit même pas les chaînes, mais là, il y a quelqu'un qui nage, mais là-bas, c'est un bateau. Ce lac souterrain fait 2,5 hectares, 4 terrains de foot. C'est le plus grand lac souterrain au monde, et c'est de l'eau de source, c'est de l'eau potable. Et donc on a fait un premier sondage il y a 2 ans à 150 mètres de profondeur d'eau. Et puis l'an dernier, on a pu en faire un autre, et en fait, il y a 300 mètres d'eau. Donc c'est un des plus gros lacs, des plus grosses ressources d'eau potable, en tout cas là-bas. Et donc on a un plongeur français qui va venir, qui est un des seuls qui arrive à plonger à 300 mètres. Et qui va nous faire des... Parce que dedans il y a des poissons, il y a des formes de vie qu'on ne connaît pas, il y a des choses incroyables. Et donc il va venir nous aider. Mais ça c'est une parenthèse. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que les trous qu'on voit en surface, eh bien ce sont ces grands lacs qui se sont effondrés en fait.
Voilà, c'est ces grandes salles souterraines énormes, quand elles s'effondrent, eh bien ça donne en surface ces cratères. Là, on a un ancien lac. Et nous, ben, vous voyez, on a garé les voitures là, et puis on vient et on fait le tour, et on cherche partout autour si on trouve de la brèche. En attendant, ben, on a monté un autre programme de recherche, en parallèle, puisque ça avait un peu commencé avant, puisque je vous ai parlé du Grand Rift africain, dans lequel il y a tous les fossiles, je vous ai parlé aussi de l'Afrique du Sud, mais on s'est dit qu'il y a quand même une zone intermédiaire qui serait intéressante à aller investiguer, c'est le Mozambique. Le Mozambique, il se situe juste à la fin du Grand Rift est-africain. C'est ça qui est fantastique. Vous voyez, cette grande déchirure ici de l'écorce terrestre, mais le Mozambique, il est là. Donc on est vraiment entre les deux secteurs les plus fossilifères connus en Afrique. Et puis en plus, eh bien, ce grand couloir naturel, parce que le Grand Rift est africain, vous voyez, c'est des parois qui font plus de 1000 mètres de part et d'autre, et bien naturellement, pendant des millions d'années, la faune, et puis nous, parce qu'on fait partie de la faune, eh bien on a transité dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on sortait plutôt par ce couloir-là. Donc ça a été un axe de circulation très important. Et au débouché justement de ce grand rift, eh bien, il y a des calcaires, et s'il y a des calcaires, il y a des grottes. Donc on a toutes les chances qu'à la sortie de ce couloir, peut-être que d'autres australopithèques ont trébuché dans une grotte et qu'on va les retrouver. Et donc on vient de monter la mission Human Origins in Mozambique and Malawi Environments, et on refait pareil qu'en Namibie, sauf que là-bas rien n'a jamais été fait, et donc on explore les grottes, on utilise des drones, on a de la cartographie, et on va explorer toutes les grottes. Et là, on espère trouver quelque chose qui se situera entre les deux. Et il faut imaginer que ce soit au Mozambique ou au Malawi, il suffit qu'on trouve un seul morceau d'hominine, et on trouvera qu'effectivement, c'était bien toute l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Et donc, ça va ouvrir un champ de recherche énorme pour toutes les zones calcaires ou non calcaires à l'échelle de l'Afrique. Voilà, donc pour conclure, bien, vous voyez surtout, grâce à un fossile, et surtout à la question de Ron Clark, qui était quel est l'âge du Littlefoot, maintenant, vers quel développement on est, c'est-à-dire qu'on a répondu à cette question-là, mais ça ouvre des perspectives de recherche pour des générations. Donc on forme des étudiants en ce moment au Botswana, en Afrique du Sud, on a des étudiants français qui sont en train de faire des thèses, et tous vont partir à la chasse aux fossiles, et avec un peu de chance, dans quelques années, bien, on trouvera la dent d'Australopithèque ou un petit morceau qui suffira à valider un petit peu toutes les hypothèses que je vous ai présentées ce soir. Je vous remercie. Merci. Merci Laurent, c'était vraiment impressionnant. Ce qui est surprenant, c'est de voir le cheminement qui, à partir de ce petit fragment d'os, permet justement de reconstituer, quand même pas l'histoire de plusieurs millions d'années, mais ces histoires. Et puis ce prolongement, donc justement vers le Mozambique, c'est merveilleux, parce que ça fait rêver. Est-ce que vous avez des questions? Donc oui. Bonsoir. Je voudrais quitter un peu l'Afrique pour aller en Asie du Sud-Est. Et l'homme de Flores, où vous le situez? Alors l'homme de Flores a été bien analysé et notamment bien daté aussi, parce qu'on est dans des contextes assez faciles à dater. Et l'homme de Flores, lui, il est beaucoup plus récent. Là, on est juste à quelques centaines de milliers d'années, donc on est vraiment dans des fossiles qui sont beaucoup plus récents. Et on n'est pas dans des fossiles qui sont à plusieurs millions d'années. Donc ça fait partie après de tous ces groupes humains qui sortent d'Afrique et qui vont évoluer, se disperser, certains évoluer dans leur coin, d'autres au contraire se mélanger. Mais donc lui, c'est vraiment, c'est à côté des problématiques africaines, en tout cas, c'est pas à l'origine ni de notre genre qui existe déjà depuis très longtemps, ni même de notre espèce. Combien il mesurait Littlefoot? Elle faisait 1,50 m et des poussières. 1,50 m, oui, c'était pas très, très grand encore. Mais bon, ça devait être quand même un hominine. Déjà, on voit un babouin, ce que ça fait, et l'agressivité. Donc, un hominine qui fait 1,50 m, 1,60 m. Et puis surtout, on voit que les attaches, par exemple, musculaires sur les ossements sont très robustes. Donc, ça veut dire aussi des animaux qui ont une force incroyable, quoi. Donc, c'est. Oui. Ah, mais c'est ça. On voit la poitrine, c'est très large. Oui.
Oui, je voulais vous poser la question quand même. On n'a jamais rien trouvé d'aussi ancien sur les autres continents. C'est-à-dire que c'est pas... Ces démarches que vous faites, elles ont été tentées certainement ailleurs, mais on n'a jamais rien trouvé. Alors oui, elles ont été tentées parce que d'autant plus qu'au début, tout le monde n'était pas prêt à imaginer que l'homme venait d'Afrique. Donc on a vraiment tout fait pour chercher ailleurs, etc. Et quand on regarde, bon, j'ai travaillé en Chine, hein, par exemple, on a travaillé dans les grottes, il y a tout ce qu'il faut, hein, c'est-à-dire qu'il y a des grottes très anciennes, il y a des massifs qui évoluent lentement, il y a vraiment tout ce qu'il faut, mais malgré tout, aujourd'hui encore, 100% des hominines anciens viennent d'Afrique. Donc là, vous voyez, statistiquement, de toute façon, ça laisse peu de place au doute. Hein, et il y a encore des équipes en Chine qui travaillent. Alors on arrive à des choses maintenant qui sont à 2 millions des poussières en fossiles. Mais malgré tout, on n'est pas à 3, 4 millions d'années, 5, 6 pour les autres, vous voyez. Donc dans tous les cas, ça vient d'Afrique. Alors pourquoi? Ça c'est une autre question. Une des hypothèses, c'est par exemple parce qu'en Afrique, on avait justement tous les primates, beaucoup de primates dans plusieurs zones d'Afrique. Et pendant que nous, ici, on avait les glaciations, vous voyez, au début du Quaternaire, là-bas, on avait les alternances de périodes sèches et humides. Et il faut s'adapter. Et quand on est dans un environnement sec, par exemple, eh bien, nos organismes sont mis à rude épreuve, et notre patrimoine génétique, si vous voulez, va varier, et va s'adapter, et c'est comme ça qu'on crée de la spéciation. Voilà, il faut variation, sélection. Et donc en Afrique, eh bien, il y a eu des périodes de très forte sécheresse, puis des périodes d'humidité qui font que les primates qui étaient là-bas ont dû s'adapter. Et c'est ça aussi qui provoque voilà, petit à petit l'apparition de nouveaux genres, de nouvelles espèces. Et c'est certainement pour ça que l'on vient d'Afrique. Il y avait à la fois le stock qu'il fallait entre guillemets de primates, et en plus les variations et les contraintes pour faire émerger de nouveaux genres. Voilà. Mais on cherche toujours malgré tout, il y a des équipes qui travaillent dans le monde entier, mais malgré tout, là, enfin, voilà, on est vraiment... C'est pour ça que nous, on ne travaille plus dans les autres continents maintenant. On trouve qu'il y a déjà assez de travail et assez à répondre pour l'instant à l'échelle de l'Afrique. Mais ça ne laisse pas de doute que malgré tout, les premiers hominines, ils sont africains, c'est clair. Pardon, à migrer. Alors à migrer, c'est assez compliqué. Souvent, par exemple, pour des périodes plus récentes, pour nous, lorsqu'il y avait les glaciations, on disait les hommes sont descendus vers le sud parce qu'en haut il y a la banquise. C'est même pas tout à fait vrai parce que quand on regarde la météo, on sait qu'il fait meilleur au sud. Mais quand vous êtes dans les plaines parisiennes, vous savez pas qu'il faut passer le Massif central, il faut passer le Rhône qui est plein de vent, la Garonne qui est pleine de vent, et vous savez pas forcément. Donc en fait, en général, la migration, c'est pas une contrainte, c'est-à-dire on meurt sur place et les autres vivent. Là, si eux migrent, c'est simplement parce que c'est des questions de territoire. Vous vous développez, vous êtes de plus en plus nombreux, et il faut aller conquérir du territoire. Tout simplement parce qu'il nous faut un certain espace de chasse, de vie, etc. Et c'est ce qui fait aussi que peu à peu, on va conquérir. C'est pas une idée d'aller forcément loin, c'est simplement qu'on fait de l'expansion, parce qu'on est de plus en plus nombreux. Voilà. Donc voilà, c'est pas une fuite, c'est pas une volonté, c'est juste que voilà, c'est un besoin qui correspond à l'espace dont on a besoin pour vivre, et puis voilà, dès qu'on est trop nombreux, on part et on crée un nouveau groupe. Vous avez évoqué le Toumaï tout à l'heure. Est-ce qu'il faisait partie aussi du genre des hominines? Oui. Et il me semble que c'est un des plus vieux qui a été trouvé et daté. Oui. Il vient d'Afrique aussi. Oui, il vient du Tchad, lui, il vient donc là c'est plutôt un ancien lac. Et effectivement, lui, il est daté à 7 millions d'années. Et donc c'est le plus vieil hominine. Et donc vous avez peut-être entendu aussi la question du fémur, puisqu'il y a un fémur qui a été retrouvé il n'y a pas très longtemps, etc. Bon, visiblement, Toumaï est un hominine. On ne sait pas s'il est vraiment dans notre lignée, mais en tout cas, il fait partie de l'histoire des hominines, et s'il était bipède. Voilà. Mais lui, il a été trouvé tout seul, parce qu'on n'a pas l'agrégation qu'on a dans les grottes où on a plein de fossiles qui tombent. Là, il était dans une espèce de dépression au lacus où il est mort. Et en plus, on l'a retrouvé en surface, si vous voulez. Donc il y a des os qui ont été ramassés, et on n'est jamais sûr que le crâne corresponde vraiment au bout de fémur qu'on a trouvé, etc. Mais bon, voilà. Mais oui, c'est le plus ancien représentant des hominines que l'on connaisse. Et est-ce qu'on peut dire qu'il faisait partie du genre Australopithèque? Il est plus ancien. Lui, il y a les australopithèques, mais ensuite, vous voyez, il y a Ardipithecus, il y a Aurorine, et Toumaï, mais c'est vraiment déjà d'autres genres complètement différents. Parce que vous voyez, il y
Lui, il est à 7 millions d'années, Littlefoot est à 3,7. Il y a quasiment autant de temps entre lui, Littlefoot, qu'entre Littlefoot et nous. Donc il y a eu plein de genres entre-temps, et surtout, il nous manque énormément d'éléments, quoi. On a quasiment un élément tous les millions d'années, donc c'est... ça laisse de la place. Je ne sais pas, peut-être que vous m'entendez? Oui. Est-ce qu'on peut estimer le nombre d'Australopithèques à l'époque de Bigfoot, la population? Oui, ça c'est... Alors, globalement, on ne pourra pas, c'est sûr. On sait qu'il y a des endroits de forte concentration et des zones où, évidemment, il y en avait moins en fonction de ce qui était possible. Le biais, si vous voulez, le travers dans nos estimations, c'est que dans nos talus, on va concentrer 1 million d'années d'histoire. Donc finalement, évidemment, on en trouve 500, mais sur 1 million d'années, donc finalement, ça fait malgré tout très très peu. Donc, je ne peux pas vous dire de nombre, hein, c'est impossible. On sait que dans cette région-là, de la vallée de la Blaauwbank, il y en avait beaucoup, aussi parce qu'on est dans une zone où on avait un marécage en bas, des grottes au-dessus. Donc il y avait toute la faune qui venait dans cette zone humide, puisqu'on a retrouvé de l'hippopotame, du crocodile. Aujourd'hui c'est sec, hein, mais là il y avait encore cette faune. Et donc on peut imaginer qu'il y avait des lieux, des spots particuliers où on avait des grands nombres d'australopithèques. Mais globalement, peut-être qu'il faut le comparer à la répartition, à la densité de certains primates aujourd'hui, vous voyez, qui ont alors des primates évidemment qui ont besoin d'un territoire assez grand pour la chasse, etc. Mais on doit être dans des proportions comme ça. Mais on ne peut pas en dire plus, c'est clair. Le Grand Rift, ben là c'est de la géologie, donc c'est en terre, sur Terre on a une écorce terrestre, dans la Terre vous savez on a le magma qui a animé de mouvements de convection. Et ces moments de convection sont soit convergents et ils vont faire télescoper des plaques, soit divergents et ils vont faire écarter des plaques. Eh bien, le Grand Rift, c'est 2 plaques qui sont en train de s'écarter, même 3 d'ailleurs, et c'est comme ça que se forment les océans, comme l'océan Atlantique, vous voyez. Donc c'est un océan en formation. Voilà, c'est ça. Et donc quand ça s'écarte comme ça, ben, au milieu les sédiments s'effondrent, souvent il y a des volcans qui remontent, et d'ailleurs c'est pour ça qu'en Afrique de l'Est, on avait beaucoup de fossiles, mais surtout qu'ils ont été très vite datés. Vous voyez, l'Afrique du Sud, il a fallu se battre des années et des années pour voir une date. En Afrique de l'Est, c'est beaucoup plus simple parce que les volcanismes, les cendres volcaniques, on sait les dater très facilement. Alors en fait, dans le Grand Rift, ils avaient du sable, des galets, un fossile, un volcan, du sable, etc. Et donc il suffisait de dater les retombées volcaniques, et très facilement, on a eu l'âge des fossiles. Et c'est ça qui est un peu biaisé, c'est pour ça que très vite, on avait des fossiles bien datés anciens en Afrique de l'Est, et des beaux fossiles mal datés en Afrique du Sud, et on a dit non, l'Afrique du Sud, ça marche pas.